Спасибо. Дорогие друзья, так как Ирина поговорила по-английски, и Мишель поговорил по-французски, мне надо говорить по-русски, чтобы каждый значительный язык в области истории цикловой теории был представленным. Все понятно, да? Ну тогда я остаюсь. Unfortunately, I don't speak Russian, neither do I speak English, so I will continue in French, if you don't mind, but my slides are in English. Voilà, donc, excusez-moi, c'est mon enfin, vous allez voir que c'est difficile de passer après Irina et après Michel, non seulement parce qu'ils causent mieux que moi, mais parce qu'ils ont sacrément labouré le champ, et donc je vais essayer de me contenter des rogatons, de ce qu'ils ont bien voulu nous laisser. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de Measurement Without Theory? Le titre n'est pas forcément explicite, pourtant c'est le titre d'un papier de Tjalling Koopmans, qui est en fait, alors c'est le titre d'un article dans le Review of Economics and Statistics, un article de 47, donc ça nous met beaucoup trop tard, mais c'est un article qui est un moment important de la définition de ce qu'est devenu l'économie, enfin surtout de ce qu'elle est devenue maintenant. Alors d'abord on va essayer d'interpréter correctement le titre, et puis ensuite on va voir en quoi c'est pertinent à la période dont on parle. D'accord? Alors, quand Koopmans parle de Measurement Without Theory, c'est pas parce que lui-même est un partisan de la mesure sans théorie, au contraire, c'est parce qu'il est critique de la position qui consiste à faire de l'observation sans avoir de théorie préétablie. Alors, est-ce qu'il est critique de la théorie de Moore? Non, mais il est critique de la façon de faire d'un autre économiste qu'on va appeler Mitchell, qui est aussi un théoricien des cycles et dont on va voir comment justement Koopmans le traite. Koopmans dit en gros que c'est la répugnance de l'auteur. Alors en fait, Koopmans critique en 1947 non pas le livre de Mitchell de 1913 qui aurait pu nous servir de point de départ, mais la suite. Et en fait, la critique qu'il fait en 1947, il aurait déjà pu la faire en 1913, en disant c'est la répugnance des auteurs, parce qu'en 1947, Mitchell n'écrit pas seul, c'est la répugnance des auteurs à formuler des hypothèses explicites concernant la distribution de probabilité des variables, qui fait que, eh bien, en fait, ils peuvent pas produire une théorie qui présente un intérêt et pour la compréhension du monde et pour guider les politiques. Et donc, pour Koopmans, l'observation sans théorie, et donc sans procédure de validation des théories, ça ne marche pas. Bon, alors du coup, on peut entendre très simplement la position de Koopmans de 1947 comme étant un adieu à la représentation de l'économie comme une science d'observation. On va dire une science d'observation, alors qu'on cite Fabre, qui est un entomologiste, qui est justement contemporain de nos affaires, qu'on cite Linné, que vous connaissez mieux que moi, qu'on cite Pline l'Ancien. En fait, l'idée de Koopmans, c'est de dire que la position de Pline l'Ancien, qui est de dire on observe et on décrit, ça c'était très intéressant au temps de Pline l'Ancien, mais c'est plus vraiment ce qui caractérise la science. Et Koopmans serait du côté du réfutationnisme et concevrait l'économie comme une science empirique au sens de Popper. Donc on pourrait presque soutenir, c'est un peu le sens de la question qui est posée, que justement le choix entre discipline d'observation contre science empirique au sens de Popper, il s'opère entre 1913 et 1918. Alors c'est peut-être un peu exagéré de dire ça comme ça, mais on va voir ce qu'il peut y avoir comme fondement dans les positions de certains économistes pour donner du corps à cette alternative ou à ce changement, ou à ce glissement. Donc, dans un premier temps, je voudrais essayer de vous parler de ce glissement ou cette évolution dans la conception de la théorie, de la discipline économie plutôt. Et ça, ce sera un peu de l'histoire des idées. Et puis, dans un second temps, je vais essayer de représenter ce moment de l'histoire des idées dans la communauté des économistes. Alors, tout ça, ça a déjà été largement esquissé par... enfin, plus qu'esquissé, ça a déjà été largement décrit par Irina d'un côté et par Michel de l'autre, mais qui l'ont décrit en situation. Moi, je vais essayer d'abstraire pour, en l'absence de situation, simplement parler d'histoire des idées et de la manière dont les idées se diffusent dans les institutions.
Bon, donc mon point de départ, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la mesure sans théorie, donc qu'est-ce que c'est que la représentation de l'économie comme une science de l'observation ou simplement comme une discipline d'observation. Ben, en fait, typiquement, c'est la position de Wesley Clair Mitchell qui, en 1913, publie un ouvrage qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais je crois que c'est la théorie Business Cycles, voilà, j'y arrive. Et donc dans Business Cycles, qu'est-ce que fait Mitchell? Ben, il commence par recenser toutes les théories du cycle économique, il en compte 13, et puis il les met de côté, hein, et il explique que « The investigation would be distorted if we set out to test each theory in turn by collecting evidence to confirm or to refute it ». Donc son sujet, c'est même pas de dire que si on est data-driven, si on va chercher les données qui existent pour essayer de les modéliser, alors on ne fait pas de la bonne recherche. Non, non, son point, c'est même si on avait les données, simplement le projet de vouloir tester des théories préexistantes, c'est pervers, parce que de fait, ça nuit à la pure compréhension des faits. Si on veut purement comprendre les faits, il faut regarder les faits et rien que les faits, et pas s'encombrer avec des théories. Bon, et ça, finalement, c'est une attitude qui est relativement partagée par un certain nombre d'économistes, qui soient théoriciens, ou du moins qu'ils aient alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être théoricien quand on se prétend à théorique? Mais j'entends qu'ils aient une attitude qui est une attitude d'observation, donc d'une certaine manière, qu'ils aient une attitude de savant, ou qu'ils aient une attitude et une volonté de transformation. Donc, par exemple, un économiste comme Juglar, qui est aussi du côté des savants, alors, on peut faire des différences à plein de niveaux, mais quoi qu'il en soit, Juglar, qui est le théoricien des cycles français, qui a publié donc, une étude des cycles en 1862, indique lui aussi que, en fait, c'est par l'observation seule, sans théorie et sans hypothèse, qu'il est arrivé à la découverte de la loi des crises d'un côté et de la loi de la fréquence des crises de l'autre. Et donc, il y a une position apparemment répandue chez les économistes et qui est remarquablement illustrée à la veille de la guerre de 14, qui consiste à indiquer qu'il suffit d'observer les faits et que de l'observation des faits va sortir, non pas une théorie, mais une description qui tient lieu qui est la connaissance la meilleure qu'on puisse avoir, parce que tout le reste serait biaisé, justement, par des affaires hypothétiques ou idéologiques. Bon, donc ça c'est le point de départ dont on va s'éloigner. Quel est le point d'arrivée? Le point d'arrivée, ça pourrait être le paradigme de Popper tel qu'il est exposé dans Conjecture et réfutation, qui est d'ailleurs dédié à un économiste, Hayek. Le problème, c'est que l'économiste auquel Conjecture et réfutation est dédié, c'est justement pas du tout un empiriste, c'est quelqu'un qui s'est jamais intéressé aux procédures de validation. Donc il faut aller chercher chez d'autres économistes une relation à l'empirie, mais si on prend par exemple Friedman, qui a lui aussi eu un prix Nobel, enfin un prix en l'honneur de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, Friedman est un exposant, si on peut dire, de la thèse popperienne, quand il dit « The ultimate goal of a positive science is the development of theory or hypothesis that yields valid and meaningful prediction about phenomena not yet observed », et puis la suite, c'est et on soumet au test la théorie et puis on voit si on corrobore ou si on réfute. Donc on a le sentiment qu'en 1953, les économies sont sur une ligne qui est une ligne popperienne. Et en fait, alors, en 1953, les choses sont exprimées en des termes qui sont d'autant plus popperiens qu'en fait, il faut dire ce qui est, mais Friedman est avec Popper, membre de la Société du Mont Pèlerin, et donc il cause de tout ça, et Friedman est en quelque sorte un exposant dévoué de Popper, à moins qu'il n'ait contribué lui-même à l'expression des idées de Popper. Mais en fait, on trouve déjà des signes de cette conception de la science économique avant Friedman. Par exemple, alors, on trouve des signes, mais avec des variations, parce que par exemple, Avelmo dès 1944 a à peu près la même idée du rôle que l'empirie va jouer dans l'acceptation ou la réfutation des théories, sauf qu'il n'est pas réfutationniste, il est vérificationniste. Donc il va dire à peu près la même chose, mais pas pour indiquer que le test statistique de la théorie permet de la réfuter ou de la corroborer, mais en disant que ça permet de la vérifier. Alors évidemment, justement, la particularité de la position de Popper, ça a été de s'éloigner du vérificationnisme du cercle de Vienne. Mais ça, c'est un problème d'épistémologie. C'est pas un problème entre la théorie, c'est pas un problème de la relation entre la théorie et les données. Bon, on a le sentiment que
en lisant Havelmo. Donc, dès 1944, cette schizophrénie qu'avait évoquée Michel, c'est-à-dire d'un côté, on a des économistes mathématiciens qui font des théories abstraites, et puis de l'autre côté, on a des économistes statisticiens, et c'est souvent les mêmes qui observent les données. On a l'impression qu'en 1944, cette schizophrénie a été résolue, puisque Havelmo nous explique que finalement, on peut construire des théories et les soumettre au verdict de l'expérience, et sans les hésitations qu'avait Moore, que c'est comme ça que la science devrait avancer. En fait, on peut continuer à remonter en notant un certain nombre de différences dans l'expression de ces idées-là. Pourquoi ? Parce que, pas forcément parce que les choses sont moins claires en amont, mais parce qu'en fait, en amont, on va avoir moins de théories qu'on va pouvoir soumettre on va moins naturellement pouvoir soumettre les théories au verdict de l'expérience, et on va avoir des énoncés moins généraux, parce qu'on va s'intéresser à... chacun de ceux qui veut soumettre au verdict de l'expérience sa propre théorie, va avoir un énoncé d'autant moins général qui s'intéresse à sa théorie en particulier. Bon, donc si on prend Koopmans, alors on est toujours bien après 1928, donc si la question est simplement mais qu'est-ce qu'il y a entre 1918 et 1928, je ne vais probablement pas trouver un énoncé général qui va présenter une définition de la science économique comme étant une discipline qui va soumettre des théories hypothétiques au verdict de tests statistiques, et ce sera ça la définition de la discipline. Mais néanmoins, parce que de fait, cette présentation générale de la théorie comme étant une théorie empirique au sens de Popper, d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça s'identifie que dans les années 40. Mais l'idée, en revanche, c'est que on va volontiers comparer l'économie avec avec d'autres disciplines, non pas en insistant sur le fait que les données permettent pas de valider les théories qu'on a, mais au contraire que, à des différences près, on peut faire jouer aux données le même type de rôle que le rôle que les données jouent dans d'autres sciences expérimentales. Exemple, chez Koopmans, qu'est-ce qu'il dit ? Koopmans, par exemple, explique il fait une analogie entre l'usage qu'il veut faire de la régression multiple dans le domaine économique et l'usage qui est fait de la régression multiple, comme il dit, dans les expériences agricoles, donc en fait en biologie. Ce qu'il explique, c'est que la différence entre la biologie d'un côté et l'économie de l'autre, c'est qu'il n'y a pas d'observation contrôlée en économie, mais que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'observation contrôlée qu'on ne peut pas arriver à quelque chose, parce que le schéma qui consiste quand même à penser qu'on prend un échantillon aléatoire à l'intérieur d'une population, ça peut être le même en économie et en biologie, et qu'en gros il suffit qu'on ait de la chance avec les données pour que ça puisse marcher, pour qu'on puisse effectivement soumettre efficacement des théories et des tests. Est-ce que pour autant ça signifie que le développement de la statistique est tel qu'il va permettre de trancher la question de la justesse des théories? Non, parce que, dit Frisch, il y a quand même besoin... en gros, le rôle de l'économiste, c'est d'être un expert. Et en fait, ce que le test statistique va permettre de faire, c'est simplement de corroborer une théorie dont, par ailleurs, on a pu établir le réalisme par l'approbation des experts. Bon, donc, on est encore en dehors de la période, mais alors est-ce qu'à un moment donné, au cours des années 20, on a l'expression claire de l'idée que l'économie se détache des sciences d'observation pour devenir effectivement une science empirique? Il me semble que l'expression la plus claire, elle est chez Hotelling, qui justement explique que la particularité de l'économie, c'est pas que l'économie se distingue des sciences de la nature parce qu'on ne peut pas faire en économie ce qu'on fait dans les sciences de la nature, mais qui explique que finalement, c'est les sciences de la nature qui sont l'exception, en particulier la mécanique classique est l'exception, parce que Newton a eu de la chance, mais que finalement, l'économie est parmi les sciences, elle n'a pas une place particulière, elle a le même rôle que les autres, et ce serait la physique qui aurait eu une place particulière. Alors comment est-ce que Hotelling s'y prend? Il explique qu'en fait, Isaac Newton a donné le mauvais exemple,
Parce que lui, il a eu la chance, finalement, d'avoir un système dans lequel, parce que l'attraction du Soleil était de plusieurs ordres de grandeur supérieure à l'attraction des autres corps dans le système mécanique qu'il décrivait, en fait, tout se passait comme s'il n'y avait qu'une seule cause. Alors que, explique-t-il, si au lieu d'un Soleil tyrannique, on avait eu une démocratie de planète, eh ben, on n'aurait pas pu extraire une cause déterminante et on aurait dû, y compris pour décrire le mouvement des planètes dans le système solaire, avoir recours à la statistique. Et donc, dit-il, la statistique se serait développée avant la mécanique classique. Bon, ce qui est une aimable plaisanterie, mais ce qui ne s'entend, évidemment, que quand il est question pour les économistes, de développer des théories dans lesquelles il y a des causes suffisamment nombreuses pour qu'on n'arrive pas à justement extraire de ces causes suffisamment nombreuses celles qui vont jouer un rôle déterminant. Donc de fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la période qui est la nôtre, on voit formuler de manière claire l'idée que l'économie ne fasse pas exception au sein des sciences de la nature, mais que finalement, dans l'ensemble des sciences qui vont soumettre des théories au verdict de l'observation, l'économie joue un rôle particulier en ce qu'elle a affaire à une bouillie de causes de manière générale, mais que les exceptions, c'est celles qui ont eu la chance de pouvoir justement avoir affaire à des causes, qu'on pouvait réduire à une et donc qu'on pouvait tester facilement. En particulier, alors, toujours dans le même article de 1927, où il fait la revue de l'article de Moore, enfin du livre de Moore, pas celui dont Michel a parlé, mais enfin si, pardon, oui, c'est le Moore 1923, c'est les affaires de Vénus. Ce que fait Hotelling, c'est que donc, il décrit très brièvement, parce que ça prend seulement 2 pages, la théorie des cycles, en expliquant qu'en gros, il y a 2 manières de concevoir les cycles. Soit on conçoit que les cycles sont en gros le produit d'une causalité externe, et ça, c'est ce qu'a fait Moore. Et ce que Hotelling explique, c'est que finalement, la nature de la séquence causale qui amène des phases de Vénus vers le cycle économique, tout ça, c'est tellement long que ça paraît a priori extrêmement peu probable, alors que les aspects purement endogènes, même s'ils présentent la difficulté d'être extrêmement confus parce qu'il y a énormément de causes endogènes, mais ça a l'avantage que, justement parce que c'est extrêmement confus, parce qu'il y a beaucoup de causes endogènes, si on a un peu de chance et que les causes sont indépendantes, ça va se traduire non pas par un bruit de fond, mais par une structure probabiliste, et que du coup, on va pouvoir travailler en statisticien sur un matériau qui est un matériau de choix pour les statisticiens. Et en fait, il ne tranche pas. C'est-à-dire qu'il dit simplement que, enfin, le point de Hotelling, c'est simplement de dire que entre considérer une causalité externe qui serait unique et qui est donc a priori improbable, et considérer une causalité endogène qui est extrêmement complexe, mais où si on a la chance d'avoir de l'indépendance, finalement on va avoir une structure probabiliste qui va être relativement facile à concevoir, la deuxième voie lui paraît fructueuse et en fait, comme Michel l'a déjà dit 1 million de fois, en fait, ce qui se passe, c'est que vraisemblablement, c'est la théorie fichérienne la représentation fichérienne du rôle des statistiques qui est en train d'infuser et de diffuser, non pas chez les économistes, mais qui est en train de montrer à ceux qui ont compris et étudié Fischer qu'il y a peut-être dans les questions économiques un terrain pour appliquer une méthode scientifique, alors que jusqu'ici, eh bien, la méthode scientifique n'était au mieux pour la compréhension de l'économie qu'une métaphore. Bon, et donc, de fait, ce qui se passe probablement, c'est qu'on n'a pas d'exemple de théorie qui fonctionne, mais on a un changement d'espérance ou d'attente vis-à-vis de la manière dont les données pourraient jouer un rôle dans l'explication des phénomènes économiques. Alors, pourquoi ? Parce que à côté de l'attitude qui consiste à observer, et qu'on a pu observer chez les économistes, même les économistes qui seraient, si on peut dire, scientistes, les économistes schizophrènes dont a parlé Michel, en fait, leurs attentes vis-à-vis des données ou leur espérance en matière de théorie, en fait,
ne permet pas, manifestement, leurs attentes sont si élevées qu'il n'y a pas de pont possible entre leur théorie mathématique a priori et ce que les données peuvent dire du monde économique. Pourquoi ? Si on regarde dans le cours de Pareto, il va expliquer qu'il y a 3 types de connaissances, par exemple. Il dit en gros, si on a une série de phénomènes, eh bien, le type de connaissance qu'on peut avoir de ces phénomènes, premièrement, c'est que, donc alpha, on peut considérer qu'il y a des interactions. Donc si on sait qu'il y a des interactions, on a déjà une connaissance. On peut avoir une connaissance plus poussée qui est avoir une idée du sens de ces interactions. C'est-à-dire savoir que quand A grandit, alors B décroît, par exemple. Bon, ça c'est le 2e type de connaissance. Et puis le 3e type de connaissance, on a le modèle complet. Mais il n'y a pas d'intermédiaire entre la connaissance des sens de variation d'un côté et le modèle complet de l'autre. Et donc, de fait, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre une connaissance quand même extrêmement vague et puis le modèle complet, ça désespère évidemment sur la possibilité de représenter les fonctionnements avec une structure aléatoire qui s'interpose entre la connaissance du modèle complet et puis ce qu'on voit du fonctionnement du système. Bon. Alors, donc soit on a des systèmes, une conception a priori dont de toute façon on ne peut pas trouver le parallèle dans la réalité parce que la réalité est trop complexe, soit on a de simples métaphores qui sont d'aucune utilité évidemment, mais qui font qu'en gros les économistes schizophrènes dont a parlé Michel, ou les économistes qui ont un intérêt dans la science expérimentale, se contentent de le signaler par des métaphores qui n'ont en fait pas de prolongement dans la théorie. Donc exemple de métaphore, chez le même Pareto explique que en fait, quand on veut étudier la cristallographie, alors il faut d'abord étudier la géométrie, non pas parce que les cristaux ont une structure géométrique, mais simplement parce que c'est utile d'avoir étudié la géométrie pour étudier des corps qui ne sont pas des corps géométriquement parfaits, mais où parfois il y a quand même... en gros, la géométrie permet la géométrie crée des concepts qui sont utiles parce que dans l'écart au concept, on voit la réalité du phénomène. Enfin, c'est une manière de dire quand même, une manière aimable de dire qu'au mieux, on a des métaphores scientifiques pour expliquer ce qu'on voit. Bon, et alors, de fait, quand on lit les économistes d'avant la guerre, on a fréquemment une métaphore scientifique, mais qui est simplement une figure de rhétorique et qui tient lieu d'arguments. Par exemple, quand John Bates Clark explique que les prix, comme les fluides, tendent vers leur niveau, ça permet évidemment ni de fonder une théorie ni de comprendre ce qui se passe, mais c'est simplement une manière de se rattacher à un paradigme scientifique dont on essaye de revendiquer la légitimité, bien que absolument rien ni dans la structure de la théorie ni dans sa relation à l'empirie ne permette de le faire. Bon, alors, concrètement, l'idée c'est qu'à partir de Hotelling, on est sorti on n'est pas complètement sorti, mais l'idée c'est que ce que Hotelling nous dit, c'est qu'on n'est pas obligé de se contenter de métaphores de la physique ou de métaphores des sciences expérimentales dans l'économie, mais qu'il se pourrait que l'économie que les théories économiques puissent être soumises au jugement de l'expérience. Et en 1920, même en 1927, on a à l'heure où écrit Hotelling, finalement, que la vision de cette possibilité. Les exemples qu'a donné Michel sont des exemples qui sont insatisfaisants, qui prouvent que ça ne marche pas à tous les coups, mais ça, Hotelling est parfait. Enfin, dans la façon dont il présente les choses, ce qui l'intéresse, c'est pas de faire une enquête sur les échecs, c'est pas de recenser les échecs, c'est de montrer qu'il y a une possibilité et qu'il faut exploiter cette possibilité. Bon, donc, sur le côté histoire des idées, on a simplement dit que, en fait, manifestement, avant la guerre, on a 2 conceptions de l'économie. On a une conception de l'économie comme discipline d'observation. Donc, c'est finalement une conception de la science qui est celle de Pline l'Ancien, qui n'a pas bougé et qui va complètement sombrer avec le développement de la statistique mathématique dans les années 20. Et puis, on a une conception de l'économie au miroir des sciences expérimentales, mais où tout ce qu'on est capable d'aller chercher dans les sciences expérimentales, ce sont des métaphores qu'on ne sait pas comment mettre en œuvre. Bon, l'idée, c'est que dans les années 20, on a le sentiment qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir mettre à profit la structure
aléatoire, ou plutôt la structure endogène des phénomènes économiques, parce que potentiellement il y a une structure aléatoire, et donc puisque potentiellement il y a une structure aléatoire, l'analyse statistique va pouvoir nous dire quelque chose. Et alors de ce point de vue-là, la théorie des cycles est évidemment un plat de choix pour comprendre, enfin pour les économistes. Pourquoi? Parce que dans la théorie des cycles, on a énormément de causes qui sont à l'œuvre. Dans toutes ces causes, on n'arrive pas à en trouver une qui joue un rôle particulier. Donc on peut se dire que finalement toutes ces causes, elles sont telles que puisqu'il n'y en a pas une qui est dominante, c'est presque, enfin, on a presque le sentiment de voir dans ces causes agissantes dans la théorie des cycles une vérification de la condition de Lindeberg, d'accord? C'est-à-dire on a une série de variables et puis il n'y en a aucune qui soit autre chose que négligeable vis-à-vis des autres. Donc il suffirait de montrer qu'en plus elles sont indépendantes, ces causes, et on n'aurait plus qu'à... et on aurait de fait un résidu gaussien. Bon, le problème c'est que ceci n'est pas démontré, mais au moins le sentiment qu'il y a chez Hotelling et puis ceux qui vont écrire après lui, c'est que ce qu'on a c'est simplement un bruit de fond et potentiellement une structure aléatoire. Bon. Alors, où est-ce que ça aurait pu se développer? Ça aurait pu se développer en Union soviétique, comme l'a montré Irina, mais apparemment le programme de recherche sur l'économie des cycles a connu une conclusion abrupte puisque ceux qui en étaient les défenseurs ont été fusillés. Ça aurait pu se développer en Europe, puisqu'il y avait des précédents, on a vu Juglar et puis il y en a d'autres que Juglar, mais en fait l'école juglardienne elle donne rien. L'école britannique, qui est illustrée par exemple en 1923 par Kitchin, qui s'intéresse au cycle des affaires, Kitchin c'est aussi une méthode complètement de statistique d'observation et il n'y a pas de modèle derrière, même si par ailleurs Kitchin termine son article de 1923 en disant que ce qui est plus important encore que l'observation de l'amplitude du cycle, c'est l'idée que 1923, au moment où il écrit, le cycle de long terme est en train de se retourner et qu'en 1923, on devrait donc entrer dans une phase de dépression et que c'est ça qui est pour lui la pierre de touche de sa théorie. Bon, alors on peut considérer qu'il a tort, on peut considérer qu'il a raison, ça dépend où est-ce qu'on place réciproquement 1923 et 1929, mais il n'y a rien qui ressemble à une théorie élaborée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équation qui est présentée pour soutenir ça, et Kitchin n'a plus jamais écrit sur le sujet alors qu'il est toujours cité. Et puis, en Allemagne, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se développe parce que Kuznets, qui arrive de Russie, écrit un article important dans le Journal of Political Economy en 1930, mais on est encore hors période, mais pour expliquer qu'il y a une théorie monétaire du cycle des affaires qui se développe en Allemagne, à l'époque où dans les années 20. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les noms que Kuznets va citer, c'est des noms qui, en fait, vont contribuer sur ce sujet essentiellement plus tard et essentiellement aux États-Unis. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il se passe des choses en Allemagne, qui est qu'on n'a pas le temps de fusiller les opposants, mais eux, du moins quand ils ont le temps de partir, d'accord? Bon, alors, c'est une façon de dire que ce qu'on a cette espèce de frémissement qu'on a observé chez Hotelling et puis qu'on a vu se développer chez Koopmans ou chez Avelmo, apparemment, ça ne se développe pas beaucoup en Europe, et d'une certaine façon, l'économie en Europe, elle reste très teintée de statistiques, mais au sens sciences de l'État, c'est-à-dire cette statistique allemande qui aussi est présente dans les facultés d'économie françaises, où ce sont les professeurs de droit qui enseignent les finances publiques et qui font une économie, une théorie économique qui ne va évidemment pas du tout s'intéresser à ça. De la même manière, l'école historique allemande, qui tenait les facultés allemandes, à travers la querelle des méthodes, en fait, elle va éliminer ce qui aurait pu être le ferment de ce renouvellement. Du coup, on a le sentiment, alors bien sûr, il va rester en Europe des économistes mathématiciens, mais qui seront quand même en partie marqués par cette schizophrénie, qui resteront marqués par cette schizophrénie que Michel a évoquée. Et donc on a l'impression que le développement concret de ce qui va être la rencontre entre économie et, plutôt entre théorisation des phénomènes économiques et tests statistiques, on a l'impression que ça va se faire essentiellement aux États-Unis, à travers une série d'institutions qui justement viennent à être créées à peu de choses près dans la période dont on parle. Bon, le National Bureau of Economic Research, qui est à sa création au début des années 20, justement pas un lieu de théorisation,
mais enfin, c'est justement le lieu d'expression de Mitchell et donc de l'approche naturaliste, si je puis dire. Mais l'Econometric Society, qui va être fondée juste un peu après, va être au contraire l'endroit qui va rassembler tous les Hotelling, les Frisch, les Koopmans. La Coles Commission, c'est probablement le lieu. Alors Michel, ce serait toi mais on pourrait te donner la parole pendant encore quelques heures pour nous montrer comment les baromètres justement évoluent vers la statistique mathématique. Et puis il y a probablement des centres dans les universités à Chicago, dans la première école de Chicago où il y a Stigler, et puis à Columbia où il va y avoir le Statistical Research Group. Donc il y a des endroits de fixation dans l'université d'une nouvelle approche de l'économie. Si on voit les choses depuis l'Europe, on a donc l'impression qu'il se passe quelque chose de nouveau aux États-Unis, un peu à la manière dont il se passe quelque chose de nouveau dans l'art dans l'immédiate après-guerre. Vous savez, il y a un livre important d'un historien de l'art français qui est Comment New York a volé l'idée d'art moderne, avec le fait que c'est pas du tout que New York a volé l'idée d'art moderne, c'est simplement que en fait, les Européens ont laissé partir l'idée d'art moderne. C'est-à-dire que c'est pas un hold-up, c'est juste qu'il n'y avait plus de place en Europe pour faire ça. Et d'une certaine façon, comme on le voit, il n'y avait pas de place dans les facultés allemandes, il n'y avait pas de place dans les facultés françaises, il n'y avait pas de place non plus dans les facultés russes. Et donc le sujet, c'est pas comment est-ce que les États-Unis ont volé l'évolution empirique de la science économique. Le sujet, c'est surtout que l'Europe a laissé partir ceux qui étaient les partisans ceux qui étaient intéressés par le mouvement. Et donc de fait. Alors, même si l'Europe a été initiatrice, parce qu'on voit le rôle que Fisher a joué, c'est une histoire essentiellement américaine qui se déroule avec des exilés. Et donc, de fait, du point de vue institutionnel, on ne voit pas grand-chose en Europe, puisqu'on a arrêté, et on va voir réapparaître cette économie mathématique en Europe. Elle va devenir, elle va devenir visible essentiellement à partir des années 60. Voilà. Parfaitement dans les